0,001%. L'expérience de la réalité, par Mark Auburn. Première preuve. En fin de classe de seconde, j'hypnotise involontairement un de mes camarades d'internat. Il a une sorte de problème sentimental et désire en quelque sorte effacer le temps jusqu'au lendemain. J'oublie très vite cet épisode. Mais au début de l'année scolaire suivante, un interne que je connais vaguement vient me voir dans la salle d'études brandissant un petit livre de poche sur l'hypnose, en clamant que je l'avais déjà fait l'année dernière. Sur ce, il m'enjoint de venir avec lui pour tenter ce genre d'expérience. Une collaboration fructueuse vient de commencer. Nous avons rapidement une certaine maîtrise de la technique, hypnotisant à tour de bras qui de l'internat veut bien essayer. Assez vite, nous tombons sur un sujet doué, Edmond. Ce soir-là est une séance ordinaire. Du moins, nous le pensons. Mais nous nous trompons. En dehors de mon camarade et de moi-même, 3 amis internes assistent à la scène. Après le process d'induction, nous avons l'habitude de questionner le sujet sur la profondeur de son sommeil. Il y a 3 niveaux, léger, profond et très profond. Edmond est le premier à indiquer une hypnose très profonde. Tous les garçons présents, moi y compris, comprennent que quelque chose de spécial se déroule. Edmond n'a plus la même voix, plus du tout la même façon de se tenir. J'ai à cet instant la sensation de tenir une bombe atomique entre mes mains, et je ne sais pas quoi en faire. L'idée de le questionner me vient alors à l'esprit. Regarde-moi, regarde autour de moi. Que vois-tu ? Nous sommes ébahis de l'entendre décrire mon aura avec force détail. Il insiste particulièrement sur un point rouge brillant à la hauteur de mon front. Ce point rouge lui inspire une sorte de crainte inexplicable. Nous savons tous qu'Edmond ne s'intéresse pas du tout à ce genre de choses, qu'il n'a probablement rien lu sur le sujet. Grâce à une mémoire exceptionnelle, il est plutôt du genre à apprendre par cœur les dictionnaires d'anglais et d'espagnol, quelques mots chaque jour. Mais voilà, il nous décrit maintenant ce que les traditions de l'Est répètent depuis des millénaires. Dans les séances suivantes, il nous décrit la corde d'argent. Tout cela nous ébranle fortement. Un des observateurs fait une crise de somnambulisme peu après. La première de sa vie. On commence à parler de ceci dans l'internat. Il y a ceux qui pensent que nous avons truqué, ceux qui y croient, et moi, qui ne sais plus très bien ce que je dois croire. Dois-je accepter ce qu'il dit comme une réalité, ou comme quelque chose de directement relatif à l'état d'hypnose, de nature purement mentale ? La réponse arrive l'été suivant. Je me trouve en vacances au bord de la mer avec quelques amis de ma petite ville, dont Jacques. S'il est une chose dont je suis sûr, c'est que Jacques n'a jamais entendu parler de l'aura. Ses loisirs sont principalement orientés vers la pêche et la chasse, ce en quoi il n'a jamais varié. Il lit peu, principalement des BD. Un soir donc, j'annonce à la bande que je fais un peu d'hypnose au lycée, et demande à Jacques s'il veut essayer. Je me garde bien de raconter le moindre détail supplémentaire, mais j'ai mon idée. Jacques accepte, et nous voilà sur la corniche, à l'écart. Je commence la séance, et après la phase 1, je le questionne sur la profondeur de son sommeil. Il me répond qu'il est en hypnose légère. Je lui demande de regarder autour de moi et de me décrire ce qu'il voit. Il me répond qu'il ne voit rien. Je m'avise que l'endroit où nous nous trouvons est assez éclairé, et lui demande de se mettre au niveau d'une rangée d'arbustes qui se trouve à quelques mètres. Je lui repose alors la question. Jacques voit alors des lumières autour de mon corps. Je n'insiste pas et le réveille rapidement. Il se souvient de ce qu'il a vu et me demande ce que c'est, très étonné. Je suis plus étonné que lui. Jacques raconte la même chose qu'Edmond. Quelque chose en moi disait que cette histoire d'aura était purement liée à l'internat du lycée. Idée bien stupide qui vient juste d'être éradiquée dans mon esprit. Qu'il existe des lumières autour de nous, voilà bien une idée à laquelle je n'avais pas pensé avant ces séances d'hypnose. Comme personne n'en parle, il est facile de croire que cela n'existe tout simplement pas. Eh bien, en ce qui me concerne, cette croyance de non-existence vient de prendre un sérieux coup sur la tête. Pas anodin, ce que nous pensons et ce que nous croyons. Je vais m'en rendre compte sans tarder. 1 ou 2 jours après, assis à une terrasse de café en bordure de plage, occupé à siroter un lait fraise, durant une fraction de seconde, il me semble voir au-dessus de la tête d'un passant une lumière. Elle m'a paru être un mélange de blanc et de teintes foncées marron rouge. La chose est si fugace que j'en ai tout juste conscience.
et l'instant d'après, je me dis que j'ai rêvé. De retour de vacances, je ne pense plus du tout à cela. C'est une soirée de la fin de l'été, je décide d'aller me promener seul en motocyclette. Il fait très bon, la nuit est tombée et le ciel est clair, étoilé. En roulant dans la campagne, je vois que les blés viennent d'être coupés et que d'énormes meules sont bâties au bord des chemins. Je décide de m'arrêter. Rangeant mon engin de locomotion en retrait du chemin, je m'adosse à la meule faite de gros parallélépipèdes de blé coupés. Un brin de paille dans la bouche, savourant la douceur du moment, je laisse courir mon regard sur le paysage de la nuit. Je suis un peu en contrebas du chemin, et devant moi, un grand champ monte en pente douce. Au milieu de ce champ, à environ 200 mètres, il y a un arbre isolé, un pommier, ou quelque chose comme cela. La lune est en train de se lever. Son éclat est presque gênant car mes yeux se sont accommodés au clair-obscur. Elle se lève précisément derrière l'arbre, au milieu du champ. Et la légère brise qui en bouge les feuilles produit une sorte de clignotement diffus de la lumière lunaire. Mon esprit est calme. Je suis détendu, alors je laisse cette perturbation agir sur moi en douceur, sans réagir. Et c'est à ce moment que la totalité du paysage change sous mes yeux. Plus de semi-obscurité, de la lumière partout, une explosion de lumière. Le fossé devant moi, chaque brin d'herbe, le champ, l'arbre au loin, tout émet une incroyable lumière. Pas quelque chose de flou, de vague, mais des myriades de filaments de lumière, des fils extrêmement fins, chacun ayant sa couleur. Beaucoup de clair, de bleu, toutes les couleurs. Une lueur si forte qu'il est impensable de ne pas la voir. Cela dure peut-être 2-3 secondes avant de disparaître. Suffisamment pour être certain, pour savoir que cela existe vraiment, que cela nous environne en permanence, suffisamment pour provoquer un séisme dans mon être. Le monde n'est plus comme avant. Hallucinations, alcool, drogue. Je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais essayé aucune drogue. Mon esprit est parfaitement clair. Au cours des semaines et des mois qui suivent, la capacité à voir cette lumière se voit constamment améliorée. Dans une première phase, mes yeux sont attirés par une grande lumière blanche autour des personnes qui se déplacent dans mon champ de vision. Mais quand je n'y fais pas attention, dès que je tente de mieux voir cette lumière, elle disparaît. Dans un second temps, j'apprends à distinguer longuement cette lueur, en laissant en quelque sorte traîner mon regard en lui demandant de ne pas fixer directement. Si je regarde le corps d'une personne, je ne vois que son apparence physique. Dès que j'arrive à faire correctement la mise au point, je distingue la lumière. Puis, les différentes couches m'apparaissent. La couche bleue, près du corps, expression directe de la force vitale. Très vite, elle me semble d'une nature presque matérielle, une seconde peau. Elle varie en cours de journée, couleur, épaisseur, ou change parfois brusquement. Puis, la seconde et la troisième couche est le cône de lumière éclatante au-dessus de la tête dont je me sers alors pour le réglage. Le moment arrive où je ne suis plus capable de ne pas voir, quel que soit le moment, jour, nuit, intérieur, extérieur, d'un œil ou de l'autre, je nage dans les filaments lumineux, les miens et ceux des autres humains, ceux des arbres, des plantes, ainsi que tout ce qui est réputé inerte. Tout est lumière. Souvent, les mouvements des personnes proches de moi sont précédés, une fraction de seconde, par un mouvement de leur lumière. Ceci se passe entre 50 cm et 1 mètre du corps. Le phénomène a une certaine ampleur et me fait sursauter lors des premières observations. Je commence à m'installer dans l'idée que tout le monde fait exprès de ne pas voir et de ne pas en parler car certaines conditions de l'environnement rendent la chose si évidente que je dois faire appel à mes souvenirs d'avant pour admettre que les autres ne voient rien, réellement. Ne pas voir, cela me paraît incroyable. Ils sont comme victimes d'une espèce d'handicap, qu'ils ne soupçonnent pas. Enfin, l'aura humaine se révèle jusqu'à son enveloppe extérieure. Les êtres autour de moi, et moi au milieu d'eux. Voilà ce que nous sommes vraiment. Des êtres lumineux, dont les filaments de lumière se mêlent ou se repoussent, suivant des règles mystérieuses. Cela bouge, ondule, s'ouvre ou se referme près du corps suivant les circonstances. Il y a des éclairs soudains, des tourbillons, des vortex, et les cheveux d'ange qui bordent l'aura lorsqu'elle se déplace. Tout est lumineux, végétaux, animaux, minéraux, chacun avec des caractéristiques propres. Lors des travaux pratiques de chimie, la lumière autour des tubes à essai change de couleur instantanément
lorsqu'on ajoute un acide par exemple. De jaune éclatant, on peut passer au bleu électrique. Je suis un autodidacte de la lumière. Je l'utilise pour avoir des informations sur les personnes que je croise, ou pour les influencer, et pour me distraire. Outre le fait que ce soit assez utile pour les affaires amoureuses, principale préoccupation de mon âge, il n'y a aucune loi qui l'interdit, puisque cela n'existe pas. La capacité s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, chaque jour de ma vie. Je vois moins bien, car je m'y intéresse moins. Si j'y prête attention, cela s'améliore immanquablement. Mais cette lumière est précieuse. Elle me rappelle qu'il y a d'autres réalités et que je dois me réveiller. Voilà, j'ai entre 17 et 18 ans. Une armée de scientifiques pourrait me démontrer que cela n'existe pas. Je sais définitivement que cela existe. C'est mon ancrage, le point entre ce monde et les autres. J'ai accès à une autre réalité dont le savoir officiel ne parle pas. Raisonnement logique, bon, ces choses de l'aura existent et elles me crèvent les yeux à chaque instant. Ok, l'immense majorité des gens n'est pas au courant. Existe-t-il d'autres choses tout aussi réelles? Pas difficile de voir que toutes ces gerbes de lumière en disent assez long sur le corps et l'être. Allons voir ces histoires d'âme, d'esprit et d'autres mondes. Avant, je pensais, comme tout le monde, qu'il était impossible de le savoir avant de mourir. Mais j'ai tendance maintenant à ne plus croire ce que l'on dit. Plus du tout même. Je vais donc vérifier moi-même si j'ai une âme qui peut exister en dehors de mon corps. Je veux aller plus loin. Je veux tout savoir, tout explorer. Je veux tout connaître. Quelques questions-réponses et des précisions sur ce chapitre à la demande d'un des premiers lecteurs. Comment peut-on hypnotiser involontairement? Je ne le savais pas moi-même à ce moment. Un de mes camarades est entré dans ma salle d'études non surveillée et nous a raconté ses aventures sentimentales. Il avait eu une sorte de dispute avec son ami et a dit en blaguant qu'il aimerait dormir jusqu'à demain, afin de ne pas patienter pour la revoir. En plaisantant, je lui ai dit que je pouvais lui rendre ce service, en lui parlant. Il a dit qu'il était d'accord et s'est assis sur une chaise, avec un grand sourire sur le visage. Je lui ai donc parlé un moment, et il a eu l'air de dormir en effet, mais j'ai cru qu'il simulait. Puis j'ai abandonné le jeu, et j'ai trouvé étrange qu'il reste aussi longtemps dans cette position, sans bouger, peut-être 1 heure ou 2. Nous l'avons laissé là, comme cela, en nous disant qu'il avait le droit de faire son cinéma. Puis, au bout de cette longue période, il s'est animé et est parti sans un mot. Nous avons constaté après que nous pouvions hypnotiser des camarades et les envoyer se promener dans les couloirs sans nous en occuper. Ils finissaient par se réveiller tout seuls. Il faut voir la réputation que mon ami Jeannot et moi-même avions auprès des pions et du surveillant général. Ils étaient très impressionnés par ce que nous faisions, alors que pour nous, au début, ce n'était qu'un jeu. Je termine avec ce copain endormi. Cet épisode, pour moi, n'avait pas été une séance d'hypnose, mais juste une blague un peu bizarre, et un peu longue de sa part. C'est mon ami Jeannot, du paragraphe suivant, qui vient me voir et m'assure que j'avais hypnotisé mon camarade l'année d'avant, et sur le coup, je n'en ai pas cru un mot. Voilà l'histoire très exacte. S'agissant d'hypnose, qu'est-ce qu'un sujet doué? Nous avons constaté empiriquement que les sujets étaient plus ou moins réceptifs, avec grosso modo 3 niveaux. Toutefois, au fil du temps, nous devenions de plus en plus pros, au point que les camarades qui assistaient aux séances devaient lutter pour ne pas partir. Ce sont eux qui nous ont signalé notre progrès technique. Toujours par jeu, j'ai fait une tentative avec un de mes amis internes, qui n'avait jamais atteint que le niveau léger, par mon ami Jeannot ou moi. Il s'appelait Philippe, et m'a mis au défi de l'hypnotiser s'il ne le voulait pas. Par curiosité, j'ai donc accepté dans la mesure où il acceptait simplement de rester assis devant moi, sans autre contrainte. Je l'ai bombardé pendant 1 heure, un matraquage intensif. Il luttait autant que possible, et c'était dans notre accord qu'il lutte autant qu'il le pouvait, s'il restait assis devant moi. Au bout d'un long moment, je lui ai dit que ses bras étaient paralysés, qu'il ne pouvait pas se lever. À aucun moment, il n'a pensé qu'il était hypnotisé. Mais j'ai vu, ainsi que tous les camarades présents, que tous ses muscles des bras sautaient, mais ses bras n'ont pas bougé d'1 millimètre. Au terme de la séance, il était persuadé d'avoir réussi à lever les bras, et il a été très surpris quand tout le monde lui a dit que non, absolument pas. Que la personne s'imagine qu'elle dorme ou pas ne change rien.
Il y a des méthodes très efficaces pour faire entrer des suggestions dans le cerveau, en contournant les défenses naturelles. J'ai essayé, on peut. La profondeur de l'hypnose n'est pas proportionnelle au sentiment de conscience du sujet. C'est ce que j'ai compris par l'expérience directe à 17 ans. Ceux qui ont tendance au contrôle ne laissent pas aisément passer les messages de l'inconscient vers le conscient. Mais nous sommes en état de sommeil depuis le début de notre vie. La culture, l'éducation, les médias ont endormi une part de notre conscience pour y laisser des empreintes spécifiques. Un dormeur peut être endormi plus ou moins profondément, mais tant que ce chemin n'a pas été parcouru, nous sommes des dormeurs qui rêvons qu'ils sont éveillés. Je comprends que ceci est assez peu subtil, mais néanmoins, c'est très en dessous de la vérité. Et je suis aussi concerné. J'ai dormi et dors encore une grande partie de ma vie. Je ne suis pas un expert de l'hypnose. Je ne l'ai pratiqué que pendant environ 2 ans, principalement par jeu. Mais j'ai hypnotisé une bonne moitié de l'internat, soit plusieurs dizaines de camarades. Au bout de quelque temps, je réussissais toujours. Quelle est l'épaisseur de la première couche aurique ? 2 mm quand la personne est morte de fatigue. En moyenne, elle est bien plus épaisse que cela, plutôt 5 à 7 mm et plus autour des hanches. Elle est très facile à voir dans n'importe quelle condition, contre-jour ou pas. La deuxième couche aurique est-elle formée par une myriade de points argentés, extrêmement lumineux et mobiles. Ces trucs-là se promènent dans l'air ambiant, ce que les orientaux appellent le prana, il me semble. L'aura est formée de fils lumineux, enfin pour ceux qui la voient comme elle est. Beaucoup ne font que parler de ce qu'ils ont lu dans un livre ou un autre. J'ai eu l'occasion de parler avec des voyants patentés qui prétendaient lire l'aura, et beaucoup ne voyaient rien du tout simplement. Peut-être faudrait-il développer un peu ce que sont les auras. Pour moi, cela n'a de valeur que comme première preuve de l'existence d'autre chose. Le seul ouvrage correct que je connaisse pour décrire l'aura telle qu'elle est un ouvrage d'Anne Gévaudan. Si les gens veulent savoir ce que c'est, lire un livre ne les aidera que pour parvenir à observer eux-mêmes cette réalité. Voir soi-même est la seule chose à faire. Après, les livres sont inutiles. Où sont les ondes positives dans l'aura ? Je ne vois pas bien ce qu'on pourrait appeler des ondes positives dans l'aura. Les lumières des personnes comme de tout ce qui existe, en ce qui me concerne du moins, n'est pas assimilable à une vision mentale. Est-ce que le rouge serait positif et le bleu négatif ? Pas du tout. La négativité est une vue de l'esprit. Et à ce titre, elle est relative et fluctuante. Il y a très peu de monde ici-bas qui ne manifeste pas dans sa lumière la peur, la frustration et la colère, moi y compris. On peut regarder sa lumière dans un miroir sans problème. Tout revient à une question de degré et de moment, car beaucoup de choses varient en cours de journée. Parfois, en 2 secondes. Très étonnant à voir au début, mais véridique. Les voyants, médiums et photographes d'aura de tout poil n'en parlent pas. La taille de la lumière aurique astrale varie d'un facteur 2 à 3, suivant que les gens se sentent en confiance ou pas. C'est déjà plus que significatif sur la condition présente de la personne. Après, il y a d'autres critères. Dans tout cela, je ne vois aucune positivité ni négativité intrinsèque. Et le cordon d'argent, est-ce le moyen de refaire le plein d'énergie ? Le corps astral peut circuler dans pas mal d'endroits, dont le plan physique. D'ailleurs, en ce moment précis où vous lisez ces lignes, le vôtre est bien synchronisé avec le monde physique. La nature exacte de ce lien reste pour moi à mieux comprendre, mais je ne pense pas qu'il soit constitué uniquement de matière vitale. En tous les cas, il ne favorise pas la sortie du corps astral. Il fait très précisément le contraire, et avec beaucoup de zèle. Je me suis souvent bagarré avec lui. Refaire le plein d'énergie me paraît plus que discutable. Je ne vois pas comment, mais je suis loin de tout savoir. Comment peut-on expliquer qu'un paysage nocturne change subitement sous les yeux ? La lumière de l'aura est très forte. En la voyant même dans l'obscurité ordinaire, tout devient lumineux. En cessant de la voir, on retourne dans cette obscurité. Qu'est-ce que le réglage pour voir l'aura ? Il y a une méthode pour ajuster son regard, au début. Puis, après, il n'y a plus de réglage à faire. On voit, tout simplement. Quel type d'information peut-on capter ? Comment influencer les personnes ? Peut-on l'utiliser pour les rencontres amoureuses ? Tout d'abord,
il y a l'affinité vitale. On peut palper le corps énergétique de quelqu'un d'autre sans le toucher physiquement. Quand on voit l'aura, on comprend cela très rapidement. Pour donner une image, c'est comme l'affinité entre deux peaux. Douceur, chaleur, énergie, sensualité partagée. Mais cela procure plus de sensations. Je m'en servais pour la première sélection. 1 à 2 secondes à quelques centimètres, suivant la zone touchée, et affinité ou pas affinité. On peut toucher de plus loin. Je l'ai vu plus tard, mais c'est une autre histoire. Ensuite, quand une personne normale vous rencontre, dans presque tous les cas, elle manifeste de la peur lumineuse. Je m'explique. Normalement, l'œuvre de lumière est symétrique autour du corps. Mais si je vous fais peur, ou si vous ne vous sentez pas en affinité avec moi, votre aura va diminuer d'épaisseur afin de toucher le moins possible la mienne, du côté où je me trouve, et s'élargir du côté opposé. A l'inverse, si vous êtes en confiance, les choses vont aller à l'inverse, et les lumières vont s'entremêler. Facile à voir, et aussi, par la suite, se sentir. On rencontre parfois des personnes qui vont fusionner leur lumière avec la vôtre dès le premier contact, mais c'est extrêmement rare. Lorsque la confiance va plus loin, il y a un pont énergétique très réel qui se crée soudain entre les deux plexus solaires. À ce stade, les choses peuvent facilement déraper vers le passage à l'acte, si vous voyez de quoi il peut être question. Notez bien que c'est une possibilité, y compris si ce pont ne se matérialise pas, sinon il y aurait beaucoup moins de flirt. La plupart du temps, c'est plus une bataille aurique qu'une symbiose de lumière.